Peut-être d'abord, on part sur le terrain, on rejoint Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Bonsoir Stéphane, comment est-ce que les Bordelais s'adaptent à cette vague de chaleur ? Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Écoutez, il y a déjà un signe manifeste, c'est qu'en milieu d'après-midi, il y avait très peu de monde finalement dans les rues, en voiture. On se serait cru un dimanche après-midi dans cette moiteur étouffante et cette chaleur écrasante. On a dépassé les 38 degrés. Les quelques personnes que j'ai croisées, elles allaient par exemple acheter un climatiseur ou ce qu'il restait, c'est-à-dire souvent des ventilateurs simplement parce que les magasins ont été dévalisés. J'ai croisé notamment cette dame souffrant de plusieurs pathologies chroniques et qui venait de vivre une nuit épouvantable et avec son mari, alors que ce n'était pas franchement prévu, m'ont-ils expliqué, dans le budget du mois. Il venait de dépenser 700 € pour s'équiper et avoir un peu de frais la nuit prochaine. Question non pas de confort, mais là réellement de santé. Et puis, il y a bien entendu les enfants que certains parents ont récupérés dans les écoles cet après-midi ici en Gironde, parce que cette chaleur, évidemment, s'installe et qu'il faut vivre avec. Et puis, beaucoup m'ont expliqué aussi que finalement, le plus dérangeant, c'est le soir, c'est la nuit, parce que la nuit, ici, la température ne va pas redescendre dans certains cas, dans certaines localités, en dessous de 20 degrés. Alors, le sommeil est difficile à trouver, donc système D, on prend des douches à 3 h du matin, c'est ce que me racontait tout à l'heure une mère de famille, simplement pour pouvoir retrouver le sommeil, se rendormir dans la foulée. Et puis, il y a quelques instants, on se discutait avec un garagiste qui fait le plein, lui, dans ces jours de canicule. Les voitures, les mécaniques souffrent, tombent en panne, sans compter tous ceux qui trouvent urgent de venir faire recharger leur climatisation. Merci beaucoup Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Et vous ne croyez pas si bien dire, mais la France vient de connaître sa nuit et sa journée la plus chaude pour un mois de juin. C'est ce que vient d'annoncer Météo France. On est vraiment sur des données exceptionnelles, Louis de Ragnel. Oui, c'est historique et on voit bien que depuis maintenant quelques années, ça se rapproche. Et surtout les périodes pendant lesquelles il y a des épisodes de grande chaleur sont de plus en plus fréquents, plus récurrents. Il y a déjà eu, j'en ai parlé en 1911, 40 000 personnes sont mortes en 1911 parce que la chaleur a duré plus de 2 mois et demi. Donc voilà, il y a toujours eu des épisodes de canicule au fil de l'histoire. Mais là, ça se multiplie, Gauthier Lebret. Oui, ce qui est à noter, évidemment, c'est la manière dont ça revient de chauffer les classes l'hiver et de les refroidir l'été. On sait comme les écoles peuvent être mal isolées. Quand je vois qu'on impose aux propriétaires, avec le fameux diagnostic énergétique, le fameux DPE, des normes très contraignantes pour que leur logement soit parfaitement isolé, sans quoi vous ne pouvez pas le louer. Quand je vois qu'on fait aussi les zones à faible émission, ça n'existe plus ou ça n'existera plus grâce au vote des députés, et qu'on est infichu d'isoler correctement les classes ou de les refroidir en temps de canicule alors que ces événements vont se reproduire, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on met le paquet sur le petit propriétaire, mais par contre, l'État préfère fermer les écoles que de trouver des solutions pour rafraîchir les classes. Et il va falloir les rafraîchir à long terme, puisque vous le disiez, Laurence, ça se répète et qu'on vient de battre un record. Alors, un petit sujet justement sur les écoles avec Charlotte Diry qui nous explique comment dans les Alpes-Maritimes, la commune met en place un dispositif exceptionnel pour la crèche et les écoles. Des salles de classe désertes, ou presque. À la Trinité, la mairie a fait le choix de laisser les écoles et les crèches ouvertes, tout en insistant pour que les parents qui le peuvent fassent garder leurs enfants. Un choix nécessaire pour affronter la chaleur. Nous avons considéré qu'il fallait anticiper durant le week-end et prévoir pour ce lundi une organisation qui permette aux familles qui sont en possibilité de le faire de garder leurs enfants à la maison si elles le souhaitent. Un choix très apprécié du côté des parents d'élèves. J'ai fait ce choix parce que j'ai la possibilité de les garder aujourd'hui à la maison. Ils sont au frais, ils sont sous la clim. Les garder à la maison, s'il fait trop chaud les gosses, c'est sûr. S'il n'y a pas d'équipement pour les tenir au frais, il vaut mieux les garder à la maison. Oui, je pense que ça peut être pas mal vu que dans les écoles, ils n'ont pas la clim. Le constat est sans appel dans cette salle de classe. Très peu d'élèves par rapport à d'habitude. Beaucoup de parents ont gardé les enfants à la maison. Ils ont respecté ce qui a été demandé par la mairie et par l'équipe éducative. On a à peu près un quart d'élèves par classe. Quant aux familles qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants, jeux d'eau, hydratation régulière ou encore renforcement des équipes périscolaires ont été mis en place. Effectivement, Rachel Kahn, tout le monde ne peut pas faire garder ses enfants comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens qui travaillent en fait.
dans De ce toute pays. façon, les crises climatiques ou événements climatiques, ça fait ressortir de fait les inégalités. C'est-à-dire tout dépend de ta vie, tout dépend de ton habitation, tout dépend de... Donc effectivement, mais c'est vrai que je partage cette incapacité à avoir une vision à long terme sur ces problématiques environnementales. C'est qu'on a un parti politique notamment qui nous bassine, sans mauvais jeu de mots, toute la journée avec soi-disant ils sont écolos, mais qu'est-ce qu'ils nous proposent pour justement de manière lucide et surtout raisonnable pour pouvoir gérer ce genre de choses planifier à un horizon Eric, un petit mot qui ne soit pas les élections. Moi, je voudrais prendre Et après, on repart sur le terrain. un autre angle. Depuis que Jacques Chirac a fait inscrire le principe de précaution dans la Constitution, tous les gouvernements ouvrent le parapluie, le parasol, en l'occurrence, parce qu'il fait très chaud, pour dire, oh là là, principe de précaution, on prend toutes les mesures adaptées. Et alors là, on assiste à quelque chose de très surprenant. Vous avez le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui, du jour au lendemain, alors que les Français allaient partir en vacances, a dit 1,7 million de véhicules doivent être arrêtés immédiatement parce que vous avez un problème d'airbag et il faut vite les rapporter dans les concessions. Principe de précaution, il y a eu des morts, hein, c'est très sérieux. Et puis là, on a une période de canicule exceptionnelle, comme vous l'avez dit. 16 départements. Et là, il n'y a pas de principe de précaution, on ne ferme que 200 écoles. Alors, deux choses l'une. Ou bien c'est très dangereux pour les crèches, pour nos enfants, et on ferme les écoles qui a fermé parce qu'elles ne sont pas structurées. Vous l'avez dit, il y a des préfabriqués, il y a des tas d'endroits où il y a des cours de récréation avec du goudron. On ferme toutes les écoles ou on n'en ferme aucune. Mais je trouve que on ferme les le entreprises principe, aussi. on ne comprend rien. On Je trouve que c'est une incohérence gouvernementale. Personne ne peut bosser. Vous n'êtes pas d'accord, Arnaud Benedetti. Non, moi je trouve qu'on peut faire du cas par cas. Non mais objectivement, heureusement qu'on peut faire du cas par cas. Non mais ça dépend de la nature des écoles dans lesquelles sont les enfants. Il y en a, et vous l'avez très bien décrit, ce sont des fours littéralement des préfabriqués. Et il y en a, j'ai de la chance, j'ai déposé mes enfants ce matin à l'école, je peux vous raconter une histoire. Oui. Il y a une partie qui est sous terre et il y a de la fraîcheur. Et tant mieux. Et du coup, l'école peut se tenir et la classe peut se tenir et c'est très bien. Arnaud, Benedetti je crois et Gauthier, qu'en effet, c'est au cas par cas qu'il fait faut chaud, ce genre de choses. D'ailleurs, les municipalités peuvent le faire, puisque l'école, quand même, c'est une compétence aussi communale, hein, je rappelle. Hein. Mais oui, ce qui est très surprenant, c'est qu'on ne soit pas capable d'anticiper. Mais sur le principe de précaution, c'est pas tout à fait ça. Le principe de précaution inscrit dans la Constitution, c'est pour la science et la technologie, essentiellement, pas pour ce type d'événements Je peux vous dire qu'il infuse un peu partout. Oui. Mais il a été défendu. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il a été défendu par les Verts, et je suis pas sûr que c'était une très bonne chose. Gauthier. Je vais faire le ronchon 30 secondes. Après, il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Je vois des éditions spéciales parfois sur des chaînes info qui se transforment en chaîne météo. J'ai vu la moitié du gouvernement hier en conférence de presse. C'est-à-dire qu'ils se mobilisent pas avec autant de force et de vigueur pour des sujets bien plus graves. Je suis d'accord. Tout le monde ouvre le parasol. Voilà, vous avez raison. Alors c'est qu'à le dire. Vous l'avez dit. Mais le jeu de mots est excellent, Eric, comme souvent avec vous. Mais enfin, franchement, au bout d'un moment, ça va aussi. Il fait chaud. Ça va durer 3 jours. Jeudi, c'est terminé. Quand je vois les chaînes info qui se transforment en chaînes météo... Vous étiez trop jeune, mais en 2003, Éric Revel et moi avons vécu la canicule de 2003 avec ses 15 000 morts. Si je l'ai vécu, c'est un traumatisme national. 15 000 morts, essentiellement des personnes âgées. Et ça reste inscrit dans les mémoires. Ça a changé complètement la mémoire politique. Mais bien sûr. Et les politiques sont terrorisés depuis. Sur le moindre événement climatique, ils sont terrorisés parce que leur responsabilité est engagée. On se rappelle que le ministre de la Santé à l'époque avait sauté et qu'il y a eu... Il avait été un peu maladroit. Il avait fait un duplex dans son jardin. Oui, je me rappelle bien. Je m'en souviens aussi, mais donc il y avait une erreur de communication. Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas le gouvernement C'était monstrueux. Oui, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais le gouvernement, la réalité, Laurent, c'est qu'aujourd'hui, ils serrent les dents, ils sont un peu dans l'état d'esprit de Gauthier. Ils savent que ça va durer 3-4 jours. Et ils disent pourvu qu'il y ait le moins de morts possible, mais ils savent qu'ils ont très peu de leviers. À part faire des campagnes de prévention et expliquer, allez-y comme Éric Revel dans ses groupes WhatsApp familiaux. Allez-y, buvez de l'eau, mettez-vous à l'ombre plutôt qu'au soleil, essayez d'aller chercher Ils le font parce que la fraîcheur. S'ils ne le font pas, ils seront pas. Mais bien sûr. C'est un point important. Ça, c'est la jurisprudence Covid aussi. Il y a certes la dernière grande canicule, mais il y a aussi le Covid, où il y a plusieurs ministres qui se sont retrouvés. Oui, avec quel résultat ? Avec quel résultat ? Rien. Merci. Voilà. Augustin Donadieu, Axel Rebaud sont nos envoyés spéciaux au Parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris. Bonsoir Augustin. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Il y a des gens qui tentent de se rafraîchir, c'est ça ? Il fait chaud. Oui. Effectivement, Laurence, ici, il flotte dans le 15e arrondissement de la capitale comme un air de vacances. Alors le parc André Citroën et ses grandes étendues vertes sont un petit peu désertés au profit, devinez pour
Quel objet? Eh bien, les fontaines qui sont prises d'assaut par les enfants, des dizaines d'enfants qui profitent de cette eau tempérée, mais également des adultes. Alors, ce que je peux vous dire en étant ici avec Axel Rebaud, c'est que certains ont été prévoyants, ils ont prévu les maillots de bain. Il y a des adultes qui vont tout habillés, en jean, en chemise, sortis de bureau. C'est un petit peu comme cela que ça se passe ici dans le 15e arrondissement de Paris. Qu'importe, le principal, c'est d'échapper à cette chaleur étouffante. Le dernier relevé de Météo France faisait état d'une température de 34,6 degrés en plein cœur de la capitale, avec un ressenti de quasiment 40 degrés. On est à 39,4 degrés. Alors il faut récupérer de l'énergie avant la nuit prochaine qui risque d'être compliquée pour tous les organismes. Je vous le rappelle, hier, dans la nuit de dimanche à lundi en France, c'était la nuit la plus chaude pour un mois de juin et ça risque d'être compliqué demain et après-demain. Je vous le rappelle, aujourd'hui, 84 départements étaient placés en vigilance jaune et demain mardi, eh bien 16 de ces départements vont être placés en vigilance rouge. Nul doute que ces fontaines qui se trouvent juste à côté d'Axel et moi vont être prises d'assaut une nouvelle fois et peut-être même d'ici quelques minutes, puisque je vais peut-être enlever la chemise, je vous le cache pas. Allez-y. L'audience va monter. On est là, on regarde et on écoute. Merci Augustin Donadieu et Axel Rebaud. C'est 84 départements en vigilance orange et dont 16 qui viennent de passer en vigilance rouge. Avec ces 16 départements en vigilance rouge à la canicule dans notre pays, notamment toute la région Île-de-France, une partie des départements de la région centre, et puis 84 départements en vigilance orange. Seul le littoral, évidemment, est un peu épargné par cette vague de chaleur. On est avec Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-de-pompiers. Bonsoir à vous. J'imagine que les pompiers sont très sollicités en ce moment. Ils sont très sollicités, vous l'avez déjà vu dans le département de l'Aude, mais aussi il y a d'autres départs de feu sur l'ensemble du territoire national. La Charente-Maritime sont particulièrement touchés par une vigilance feu de forêt accrue. Donc il s'agit aujourd'hui de continuer à faire face à la fois à des missions sanitaires, parce qu'aujourd'hui les conséquences de la canicule ont un lien direct sur la réponse opérationnelle en matière de secours d'urgence aux personnes, et en même temps, évidemment, la vigilance feu de forêt, l'action sur le terrain au niveau des feux de forêt. Et je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué pour les sapeurs-pompiers d'évoluer avec leur matériel, avec leur tenue, leur équipement dans la fournaise, avec justement cette température caniculaire. Donc nous avons des sapeurs-pompiers, malheureusement, qui, dans le feu de l'Aude, 5 notamment, ont pris un sérieux coup de chaud, donc ils ont été rapidement évacués. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un engagement avec un total engagement de la part des sapeurs-pompiers, avec vraiment des prouesses physiques et techniques qui sont encore mises à rude épreuve. Dans l'Aude, précisons quand même cet incendie qui a été déclenché par un barbecue mal éteint, transporté dans une camionnette sur l'autoroute. Il faut le faire quand même. Je pense que ça peut parfois prêter à sourire parce que jamais aucun scénario ne pouvait prévoir ce type de situation. Avec, en fait, la difficulté, c'est de répondre en même temps sur un front de 12 km avec toutes ces... Il y a eu des braises sur 12 km. Exactement. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une très longue distance et il a fallu à un moment donné, de la part du commandant des opérations de secours, de choisir quels allaient être les enjeux prioritaires, de consacrer l'attaque massive sur feu Messan sur ces fameux enjeux prioritaires et en même temps de pouvoir faire face à l'ensemble des sinistres qui allaient se développer. Donc forcément, le sujet aujourd'hui était de dire encore un gros coup de chapeau à l'ensemble des sapeurs-pompiers, des reprises encore aujourd'hui malheureuses parce qu'effectivement, forte température, effectivement du vent aussi sur zone, qui ont ravivé les braises de la veille, qui ont donné encore du grain à moudre pour les sapeurs-pompiers sur le terrain. Donc encore une fois, un instant particulier et valeureux des sapeurs-pompiers, à la fois sur le terrain opérationnel des feux, mais aussi sur les missions de secours d'urgence aux personnes qui, aujourd'hui, sont particulièrement impactées à leur réponse de distribution des secours. Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Rappelons quand même les conseils de base, parce qu'il faut les rappeler, il faut faire la pédagogie en permanence. Il faut toujours les dire. Alors, il faut effectivement... éviter tout ce qui pourrait, à un moment donné, déclencher un incendie, que ce soit un jet de cigarette, l'utilisation d'allumettes dans un milieu forestier ou à proximité de massifs. Effectivement, ne pas promener son barbecue sur une remorque sur la route. Donc je pense que ça paraît tellement gosse. Maintenant, je pense qu'il va falloir le rajouter dans les catégories. Voilà. Il y a aussi des sujets, effectivement, d'utilisation de matériel de bricolage pouvant provoquer des étincelles. Parce qu'on se dit, mais non, mais... En fait, vous ne voyez pas bien souvent une étincelle quand elle part d'un appareil et qui, pendant un certain temps, va couver sous un amas de détritus, d'herbes sèches et qui, forcément, à un moment donné, avec la circulation environnante, ça va créer des souffles d'air, ça va créer à un moment donné ce que vous faites quand vous essayez de raviver les braises sur un barbecue, vous essayez de souffler dessus et forcément, c'est là que ça démarre les incendies. Donc voilà, il y a toute cette mécanique-là à rappeler. Les conseils de prévention sont extrêmement importants. Nous activons sur le terrain, là, avec la Fédération nationale des pompiers de France, avec la Confédération des buralistes, avec le ministère de la Transition écologique, la distribution de 500 000 cendriers de poche
pour symboliser justement la nécessité qu'aujourd'hui, un geste bénin a des conséquences extrêmement graves sur notre environnement. D'accord. Là, vous parlez des mégots de cigarettes. Mégots de cigarettes, évidemment. Et on rappelle que les cigarettes sont interdites désormais à la plage. En plus. Alors, est-ce que l'interdiction sera respectée? On verra Oui. ça au fil de l'été. Un tout petit mot sur les conseils de prévention alors pour les particuliers qui sont chez eux. Évidemment, s'hydrater régulièrement. Alors, s'hydrater régulièrement, oui, avec de l'eau. Il faut toujours le rappeler. Vous avez raison. Il y a un petit conseil de recette, mettre du citron aussi, ça va très bien, ça rafraîchit beaucoup. Ça marche pas avec le rosé? Non, malheureusement, c'est pas conseillé sous ces fortes chaleurs. Ce qu'il faut quand même rajouter, c'est qu'aujourd'hui, vous avez bon nombre de mairies qui ont mis en place des cellules qui permettent aujourd'hui de recenser l'ensemble des personnes qui sont vulnérables par rapport à ces fortes chaleurs et qui prennent contact régulièrement parce que les sapeurs-pompiers constatent à leur arrivée sur des interventions où il n'y a plus de personnes répondant aux appels que beaucoup de personnes âgées sont malheureusement isolées. Donc forcément, cela crée aujourd'hui des détresses vitales, complexifiées aujourd'hui par cette situation sanitaire qui est effectivement liée à la forte canicule et les gens oublient de s'hydrater parce qu'on ne pense pas et parce qu'on oublie. Et il y a un sujet aussi d'éviter d'oublier les enfants dans les voitures. On a malheureusement il y a eu un décès encore la semaine dernière, la semaine dernière, où fatalité, le sujet encore une fois de la vigilance. Les gens sont malheureusement un petit peu trop distraits par le téléphone, par autre chose. Et malheureusement, on en oublie les enfants jusqu'à la voiture. Donc c'est extrêmement grave, comme on peut oublier d'avoir un barbecue allumé au cul de la voiture. La température dans une voiture fermée en plein soleil, elle peut monter à combien, Éric Brocardi? J'ai pas entendu. La température dans une voiture fermée en plein soleil, ça peut monter à combien? Écoutez, je crois qu'on est de l'ordre de 50-60 degrés à l'intérieur d'une voiture. Donc un assèchement très rapide. C'est un four, vous le voyez très bien. Quand vous rentrez dans une voiture qui est hyper chaude, il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, même sous les températures de 40 degrés à l'extérieur actuellement. Donc fatalité, le corps se déchasse, les personnes, et évidemment les jeunes enfants sont en détresse à l'intérieur, mais peuvent alerter personne. Donc voilà, les drames arrivent. Bien sûr, bien sûr, il y a ces cas dramatiques d'enfants qui restent oubliés dans les voitures, mais je pense aussi aux animaux, Laurence. Oui, il y a aussi des gens qui laissent leurs chiens fenêtres fermées et l'animal meurt étouffé. Vous avez raison de le rappeler. Non, mais c'est vrai. Mais vous avez raison de le rappeler parce qu'on intervient aussi dans ce cas de figure-là. Oui, vous cassez les portières. Et on se doit à un moment donné de porter secours. Et nos missions, ça concerne évidemment les humains, mais aussi et surtout les animaux. Ok. Rachel Kahn, et après Louis. Ce qui m'interpelle le plus dans cette séquence-là, c'est la solitude. Et je trouve qu'on est censé parler politique. Je trouve que ce champ-là ne percute pas assez nos représentants politiques. La solitude, notamment des personnes âgées, mais le fait que l'ensemble des générations ne dialoguent pas. Ce qui fait que lorsqu'il se passe cet épisode-là, eh bien, les gens ne se parlent pas assez suffisamment pour répondre aux besoins des concitoyens. Vous avez raison de le dire et c'est totalement en accord et en raccord avec ce qui se fait aujourd'hui en termes de communication. On a une rupture avec une certaine partie de notre population, que ce soit vers les plus jeunes comme vers les moins jeunes. Aujourd'hui, lorsque vous lancez un message de prévention, même si on en parle encore aujourd'hui, encore merci de nous accueillir dans ce cadre-là pour en parler, vous n'êtes pas sûr d'atteindre tout le monde. Et c'est normal, les chiffres de l'Audimat ne présentent pas 67 millions de personnes. Donc il faut aujourd'hui essayer de composer avec une communication qui soit adaptée au type de population, avoir un accompagnement précis, et que ce soit des plus jeunes ou des moins jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ne regardent plus la télé comme avant. Donc forcément, ils sont sur d'autres réseaux sociaux sur lesquels trouver un message de prévention, qui soit ludique ou non, est extrêmement compliqué. Donc nous, on a sorti une solution aussi avec les blagues Caramba, on en avait parlé la dernière fois. Sur TikTok, peut-être. Mais les blagues dans les petits bonbons. Il y a plein de systèmes à un moment donné de pouvoir mettre en œuvre, mais aujourd'hui, la volonté, qu'en est-elle? Voilà, c'est simplement une volonté politique aussi. Heureusement qu'on travaille avec le ministère de l'écologie sur le sujet justement d'activation sur le terrain avec la Fédération nationale pour permettre justement d'accompagner les jeunes et leur faire vivre une expérience inédite autour du monde sapeur-pompier et en même temps pour la protection de l'environnement. Et cela sur toutes les villes départ du Tour de France, plus sur de nombreuses villes actuellement en cours, notamment dans les Pyrénées-Orientales et dans le pourtour méditerranéen, parce qu'aujourd'hui on sait que l'éducation est un facteur clé en termes de conditionnement de générations futures pour la protection de l'environnement. Louis Dragnel, une question à Adrien Brocardi. Oui, chaque été ou presque, il y a une polémique pour savoir si on a assez de Dash ou de bombardiers, de Canadair. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous avez assez de moyens aériens? Est-ce que le compte y est? Je ne vais pas vous dire oui, parce que de toute façon, la réponse, elle est très claire. C'est que face aux intensités du dérèglement climatique, nous n'aurons jamais assez de moyens, aussi bien humains que matériels. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette volonté de vouloir faire? Ça, c'est la réponse politique qui, à vous-même, vous êtes plus expert que moi dans le domaine, de pouvoir à même y répondre ou non. C'est vrai que parfois, on intervient beaucoup plus et on essaie d'apporter des solutions en situation de catastrophe ou
juste après la catastrophe, on se souvient d'un incendie 2022, alors qu'il y a eu des annonces et des commandes qui avaient été proposées d'être faites. Donc effectivement, un Dash a renforcé la flotte. Donc il y a un sujet de renforcement, mais il y a aussi un sujet de souveraineté en Europe. Aujourd'hui, vous faites... C'est mutualisé maintenant. Alors, c'est mutualisé dans certaines situations, notamment au niveau européen. Donc, il s'agit aujourd'hui que les avions bombardiers d'eau, et je ne parle pas d'une marque canadienne, mais des avions bombardiers d'eau puissent à un moment donné être financés par l'Europe également, parce que les flammes et les incendies ne s'arrêtent pas uniquement à nos frontières. Elles se développent. Et de toute façon, et je m'en souviens encore en 2022, le sujet, c'est pas de savoir si on est plus faible parce qu'on se fait renforcer par d'autres pays européens. Le sujet, c'est de faire cause commune. Et que de toute façon, le dérèglement climatique et ses résultats avec l'intensité, forcément, on est trop faible. Mais nous tous, même alignés. Donc le sujet, ça va être de comprendre comment essayer de mieux être en coalition, parce que nous, c'est une guerre face au feu, c'est une guerre face aux missions de secours d'urgence aux personnes, qui doivent nous permettre aujourd'hui d'être résolus par, un, de la cohésion internationale et européenne, deux, par le sujet de la solidarité entre les départements, et c'est les colonnes de renfort qui sont aujourd'hui qui permettent aussi de répondre à ces solutions-là. Mais effectivement, il y a aussi une filière incendie et une filière de développement des moyens aériens qui doit se développer en Europe, et c'est tout l'enjeu. Une dernière question, Éric Brocardi. On rappelle qu'évidemment, on peut être volontaire pour être sapeur-pompier. Oui. Dès l'âge de... À partir de 17 ans, mais 18 ans aussi. 17 ans lorsqu'on est bien accompagné dans les ambulances, parce qu'on est encadré, c'est sous des conditions particulières, à partir de 18 ans. Et si on veut être jeune sapeur-pompier, il y en a déjà à peu près 30 000 en France, entre 11 et 17 ans. Ils sont déjà tous les samedis et le mercredi après-midi formés initiés aux exécutions. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup trop de demandes et qu'on a du mal à absorber. Donc là, c'est pareil. On essaie de réinventer aujourd'hui la roue avec des nouveaux SNU, des SNU .2, .3, .4. Il y a des systèmes qui fonctionnent très bien. On cherche des réserves qui soient efficaces et efficientes en termes de réponse dans le futur. Profitons de ces sections de jeunes sapeurs-pompiers, renforçons-les parce que ça reste des bénévoles pour permettre justement d'avoir ce vivier que l'on attend tous, pour permettre justement de lutter contre les défis de demain. Merci beaucoup, Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. 18h30.